Donc je reprends avec ce vers 8, le notaire pend à ses breloques à chiffres. On va voir apparaître ici une thématique qui va être présente dans l'ensemble du poème, c'est-à-dire la tendance à faire disparaître les individus derrière leurs objets. De cette façon, Rimbaud va souligner le matérialisme de la société bourgeoise qui attache tellement d'importance aux possessions matérielles, aux objets qu'elle possède, que son humanité va disparaître derrière elle. Dans ce vers, le notaire pend ses breloques à chiffres. On observe qu'il y a une inversion entre le sujet et l'objet. Normalement, c'est les breloques qui pendent sur le veston du notaire. Une breloque, c'est une sorte de décoration officielle. Ici, breloque à chiffres, ça veut dire qu'elle est chiffrée dans le sens où elle est, comment dire, elle a un numéro particulier qui va établir son numéro de série. Par exemple, quelque chose qui va être en chiffre, en série limitée, va être chiffré. Donc ici, on voit que le notaire pend à ses breloques, ce qui fait comprendre que les breloques sont plus importantes que lui, comme si son individualité disparaissait derrière ces objets de distinction. Ensuite, si on passe à la troisième strophe, des rentiers à lorgnon soulignent tous les couacs, on trouve une nouvelle catégorie de bourgeois qui, une fois encore, est ramenée à son statut social. Rentier, c'est un statut, ces personnes qui n'ont pas besoin de travailler parce qu'elles ont fait des investissements financiers suffisants pour leur rapporter chaque mois suffisamment d'argent pour subvenir à leurs besoins. On a encore les objets, lorgnons qui sont présents ici, et souligne tous les couacs. Cet élément ici peut souligner d'une part les innovations poétiques de Rimbaud, qui va utiliser une onomatopée, quack, ici, pour faire un mot. Donc ça renvoie à des choses qu'on avait déjà évoquées précédemment sur l'émancipation créatrice de Rimbaud, qui s'autorise certaines libertés. Et puis en même temps, il y a la mise en avant de l'aspect critique de ces rentiers qui se sentent supérieurs et qui, avec leur lorgnon, apparaissent presque comme des maîtres d'école sévères qui vont critiquer les moindres fausses notes qu'ils pourraient entendre pendant le concert. En même temps, l'évocation de ces couacs rappelle à nouveau que le concert est assez médiocre du point de vue musical. Le vers suivant, la phrase suivante, les gros bureaux bouffis, traînant leurs grosses dames, auprès desquelles vont, officieux cornac, celles dont les volants ont des airs de réclame. Ici, on voit apparaître une nouvelle thématique, déjà évoquée au vers 3 avec les bourgeois poussifs, mais qui apparaît plus clairement ici, c'est-à-dire l'idée de la grosseur. Les bourgeois sont présentés comme des gros monsieur ou des grosses madames qui sont trop bien nourris, si on peut dire. Des gens qui ne sont pas actifs, c'est pas de la grossophobie avant l'heure, parce que la notion a guère de sens à l'époque, mais c'est plutôt l'idée de souligner leur pesanteur, leur manque de finesse, leur manque d'élégance et en même temps leur captation des richesses, comme si c'était eux qui saturaient, enfin qui résumaient, qui rassemblaient toutes les richesses disponibles et donc qui devenaient gros. On note d'ailleurs ici le jeu sur les sonorités qu'on trouve régulièrement dans le poème. On pouvait déjà le voir avec Parade de Le Gandin. On avait le jeu sur le D. Ici, ça va plutôt être avec le B, les gros bureaux bouffis. De la même façon, allitération en haut qui va souligner un petit peu la rondeur dans ce vers-là. Et de la même façon, comme on avait déjà vu précédemment la disparition de l'individu derrière un objet qu'il résume, le bureau ici est utilisé comme une métonymie pour désigner les employés de bureau. On a aussi dans ce même vers 10 l'évocation du fait que les bureaux bouffis, donc ces hommes, traînent leurs grosses dames, donc une sorte de parade qui rappelle à nouveau la volonté de se mettre en lumière, de s'exposer au regard, d'étaler sa réussite aux yeux des autres. Et la dame étant ici simplement le faire-valoir de son mari, du gros bureau bouffi. Mais ces grosses dames, donc, ont elles-mêmes une sorte des accompagnatrices qui sont d'une certaine façon comme une sorte de symbole de richesse, celles qui sont évoquées donc au vers 12, celles dont les volants ont des airs de réclame. Or, ces femmes sont présentées comme des cornacs au vers 11. Or, un cornac, c'est celui qui normalement guide un éléphant, ce qui par comparaison évoque le fait que ces femmes sont des éléphants. Donc on retrouve cette satire de la grosseur de ces femmes. Et puis le vers 12, donc celles dont les volants ont des airs de réclame, rappelle encore une fois le matérialisme, dans la mesure où ces femmes qui accompagnent donc ces couples sont vêtues de tenues qui évoquent des publicités.
Hein, les réclames, c'est des publicités. Donc on a l'impression d'une certaine façon que ce sont des publicités sur pied qui vont juste exhiber leurs toilettes, exhiber leurs robes lors de ces rassemblements de la bourgeoisie. La strophe suivante nous présente à nouveau une nouvelle catégorie de bourgeois, cette fois-ci les clubs d'épiciers retraités. Il y a une forme d'ironie dans le fait d'utiliser le terme club pour désigner des épiciers, puisque à la base, les clubs, ce sont plutôt des assemblées aristocratiques anglaises qui vont rassembler les personnes de la bonne société, comme on a aujourd'hui, par exemple, encore le Rotary Club, hein, qui est actif dans de nombreuses villes. Donc ici, on a ce club d'épiciers retraités qui rassemble les individus par leur catégorie sociale ou par leur fonction. Mais une fois encore, l'individu disparaît derrière son métier. On est notaire, on est rentier, on est épicier, on est un employé de bureau avant d'être un être humain. Le vers 14, qui tisonne le sable avec leur canne à pomme, renvoie encore une fois à l'idée de matérialisme avec l'évocation des cannes à pomme et à l'idée de mouvement répétitif, tisonne le sable. Tisonner, normalement, c'est agiter les cendres dans un foyer de cheminée pour réactiver le feu. Ici, donc, ils tisonnent le sable. On les imagine en faisant des petits dessins sur le sable par habitude avec une forme d'ennui. En revanche, au vers 15, on a fort sérieusement discuté les traités. Donc sérieusement et fort, deux adverbes qui soulignent l'implication des épiciers dans leur discussion. Or, de quoi parle-t-il? Des traités commerciaux qui avaient été signés avec la Prusse peu de temps auparavant. Donc encore une fois, des individus qui sont uniquement préoccupés par l'argent, préoccupés par le commerce et par rien d'autre. Prise en argent, au vers 16, est une nouvelle métonymie, puisque ce que veut désigner Rimbaud ici, ce sont les tabatières en argent qu'utilisent les bourgeois, les retraités, ici les épiciers retraités, pour priser leur tabac. Encore une fois, en supprimant le mot tabatière et en évoquant directement l'argent, la matière, non seulement il crée une forme de raccourci poétique relativement audacieux et qui peut encore une fois illustrer ses prises de liberté, et en même temps il va souligner comme toujours le matérialisme de cette bourgeoisie. On note également une sorte de jeu de mots au vers 16 avec et reprennent en somme, puisqu'on a l'impression d'une formule habituelle qui revient toujours, comme le fait de tisonner le sable, comme le fait de se porter tous les jeudis soirs dans ce concert. Donc une idée d'habitude de côté, le mot m'échappe, mais rituel, très rébarbatif et monotone. Mais en même temps, note d'ailleurs de la même façon l'utilisation de ce présent d'habitude, comme d'habitude, reprennent, qui pourrait être aussi un présent d'énonciation. Enfin, le statut est un peu ambigu du présent qui est présent dans l'ensemble du poème, mais on y voit en tout cas un côté répétitif. Et puis, donc, ce que je voulais dire à la base, le double sens du mot en somme, puisque somme peut encore une fois renvoyer à l'univers de l'argent. Donc, une nouvelle façon pour Rimbaud de souligner le fait que ces bourgeois ne s'intéressent qu'à l'argent. Pour la strophe suivante, on va retrouver les mêmes éléments qu'on a déjà vus précédemment. Épatant sur son banc les rondeurs de ses reins, un bourgeois à boutons clairs, bedaine flamande, savoure son onin, d'où le tabac par brin déborde. Vous savez, c'est de la contrebande. On retrouve en effet l'idée de passivité, l'idée de grosseur, avec l'évocation de la rondeur de ses reins. Épatant sur son banc, le verbe épater, ici, évoque le fait d'étaler sur son banc, donc vraiment un individu qui se pose lourdement sur son banc, avec tout le relâchement qui peut être évoqué en arrière-plan, et un relâchement qui est évoqué presque de façon péjorative par Rimbaud ici, comme une sorte d'abandon, de flemme. On a ensuite l'évocation toujours des objets, avec le onin, qui est un type de pipe particulier, et qui va montrer la recherche de la rareté de ces bourgeois, toujours l'objet rare, toujours l'objet luxueux. Le tabac par brin déborde, le rejet qui va souligner l'idée d'abondance. Et puis ensuite, vous savez, c'est de la contrebande, entre tirets, qui évoque presque une phrase au discours indirect libre qu'aurait pu tenir ce bourgeois pour évoquer sa satisfaction d'avoir des produits rares, des produits qu'il fait parvenir par contrebande. Donc une fois de plus, l'attention à l'objet, l'attention au matérialisme, au fait de posséder des objets rares et d'avoir des choses qui soient luxueuses. Plus encore que le plaisir de fumer sa pipe, c'est le fait de savoir qu'il a du tabac de contrebande qui apparaît ici. Donc je fais une petite pause avant la dernière partie du poème.